Monsieur le Président, merci de me donner la parole pour présenter mes plaidoiries. Mais disons, je dirais que ces plaidoiries interviennent après que mes brillants et excellents confrères aient brillamment plaidé ici depuis quelques jours déjà. Monsieur le Président, il est difficile de parler de remerciements à l'égard de votre tribunal parce que l'on reconnaît que vous ne faites que votre travail. Mais il est ultime quand même à cette phase de reconnaître votre professionnalisme et l'impartialité avec laquelle vous avez mené ces débats, vous et les membres de votre auguste tribunal. Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, je ne saurais commencer sans me donner la peine de remercier un certain nombre de personnes de l'ombre qui ont beaucoup œuvré aux côtés des victimes pour que nous arrivions aujourd'hui à cette phase. Donc je commencerai par remercier Madame Souhaïr Bellassène, ancienne présidente et présidente d'honneur de la FIDH. Messieurs Mabassa Fall, Madame Éléonore Morel, directrice générale de la FIDH, Madame Juliane Fallou, directrice générale adjointe, Monsieur Cyril Blin, directeur des opérations, Madame Assatou Ba Minté, actuelle directrice du bureau Afrique de la FIDH. Monsieur le Président, je parlais des hommes de l'ombre. C'est également le cas de Monsieur Florent Gel, ancien directeur du bureau Afrique de la FIDH. Monsieur Antonin Rabec, ancien directeur adjoint du bureau Afrique de la FIDH. Je n'oublie pas non plus mon excellente consoeur, Mathilde Schiffer, brillante avocate, qui a énormément fait avancer cette procédure quand elle était représentante de la FIDH en Guinée. Je n'oublie pas Madame Zoé Bertrand, Monsieur Willy Net, mais mes sincères remerciements vont également à l'endroit d'un certain nombre de personnes qui sont des personnes de l'ombre en Guinée. Monsieur Aboubakar Silla, Monsieur Alseni Sall, Monsieur Amadou Bari, Monsieur Ousmane Souma et tant d'autres qui ont investi de leur temps, de leur énergie pour qu'aujourd'hui, enfin, nous soyons devant ce tribunal criminel. Monsieur le Président, j'adresse ici mes hommages aux victimes. Les victimes qui sont, à mon avis, des survivants et des survivantes. Des survivants et des survivantes de ce massacre. Ces personnes-là ont tout donné, leur courage. Je salue leur courage, je salue leur persévérance, je salue leur résilience, leur capacité à résister face à toutes ces douleurs, face à toutes ces atrocités qu'elles ont subies, mais qu'elles ont quand même réussi à surmonter. Monsieur le Président, ce procès est un moment d'espoir pour notre pays. Notre pays, depuis son accession à l'indépendance, a connu beaucoup de crimes et beaucoup de violences d'État. Et ces violations des droits humains, ces violations des droits fondamentaux ont énormément impacté l'évolution et le développement de notre pays. Monsieur le Président, depuis près de 19 mois, les victimes ont défilé à ce tribunal. Il y a des moments où on a eu l'impression que ce procès avait une espèce de forme thérapeutique pour les victimes. Je pense qu'elles venaient là et elles avaient la sensation d'être entendues, d'être écoutées, mais aussi elles avaient la sensation que, pour une fois, leurs paroles étaient prises en compte. Leur souffrance était prise en compte. Leur douleur et celle de leur famille étaient également prises en compte. J'ai noté au cours de ces derniers mois, voire de ces 19 mois ou plus, Monsieur le Président, que je rencontrais dans cette salle des victimes qui venaient là avec une certaine satisfaction de savoir qu'il y avait des personnes dans le box des accusés, une satisfaction de savoir qu'enfin, elles allaient avoir droit à la parole. Monsieur le Président, ma plaidoirie va être une espèce de synthèse de tout ce que mes confrères ont brillamment développé depuis le 13 mai
à cette barre, Monsieur le Président. Je vais, avec une grande humilité, me contenter de parler des souffrances des victimes, de parler aujourd'hui, Monsieur le Président, Messieurs les assesseurs, de la légitimité de la réparation, du fait qu'elle mérite réparation, Monsieur le Président. Et je terminerai, Monsieur le Président, ma plaidoirie pour vous dire que la décision qui est attendue de votre tribunal, doit marquer un tournant décisif pour notre pays, tournant décisif dans le sens de l'instauration de ce que l'on pourrait appeler, Monsieur le Président, une culture de la redevabilité. Une culture de la redevabilité qui est vraiment attendue dans notre pays. Monsieur le Président, on a eu plus d'une centaine de victimes qui ont défilé à votre barre. Nous avons entendu ici certaines femmes décrire leur douleur, leur souffrance, la souffrance de leurs enfants, la souffrance de leur famille. Nous avons entendu également des hommes parler de leur douleur, de leur souffrance. Nous avons vu ici certains pleurer la disparition de leurs proches. Disparition dans le sens vrai du terme. Pas que la personne n'existe plus, mais parce que le sort de la personne n'a jamais été élucidé. Monsieur le Président, nous avons entendu à cette barre une jeune dame nous parler de ses souffrances au stade, du fait qu'elle a été violée, du fait qu'elle a été battue, du fait également, Monsieur le Président, qu'elle a dû être obligée, par des militaires ce jour-là, de ramasser des grenades. Et qu'on lui a également demandé, Monsieur le Président, de prendre des seaux et de nettoyer des cadavres, Monsieur le Président. C'est assez difficile d'imaginer que cela puisse se passer, Monsieur le Président, sur les 246 km² de notre pays, Monsieur le Président. Qu'on soit allé au stade revendiquer des droits, mais que cela finisse par des viols, mais aussi qu'on soit obligé d'aller ramasser des grenades pour le plaisir de bourreaux. C'est juste difficile d'imaginer que cela a existé dans notre pays. Nous avons entendu ici, Monsieur le Président, pendant des années, des questionnements sur pourquoi vous êtes allé au stade. Et même dans cette salle d'audience, à plusieurs reprises, on a entendu des questions demandant aux victimes « Mais pourquoi tu es allé? Tu savais ce qui t'attendait quelque part. » Cette même jeune dame dont je relate l'histoire, Monsieur le Président, qui s'est présentée ici au huis clos, a dit que 2 mois plus tard, elle a été harcelée à la clinique mère et enfant, pendant qu'elle essayait de panser ses blessures, pendant qu'elle se cachait. Peut-on imaginer un seul instant les souffrances de cette jeune femme qui continue, malgré plusieurs thérapies, à faire des crises, à vivre avec ces crises, Monsieur le Président. Nous avons également, dans cette salle, eu la chance d'écouter un certain nombre de gens qu'on pourrait appeler des experts. Nous avons entendu ici, à cette barre, Monsieur le Président, le professeur Namori Keita, qui a relaté une histoire qui nous a tous énormément marqués. L'histoire de cette jeune fille qui avait 17 ans. Il a appelé ça une triple punition. Violée pendant qu'elle n'avait jamais connu auparavant des relations intimes. Violée parce qu'en Guinée, à cette époque-là,